à tous sur ETV Newsweek. Actualité dense cette semaine. Voici les titres. Jarry est toujours sous le choc. Des cambrioleurs ont tué un homme assis chez lui, regardant la télé. La soufrière bouge, près de 600 séismes en une semaine. En un an, l'activité volcanique a augmenté. De moins en moins de Guadeloupéens, moins de bébés, les jeunes s'en vont, la population guadeloupéenne vieillit. Plongée au cœur de la distillerie Bologne, la plantation date de 300 ans. Les enquêteurs cherchent toujours à comprendre ce qui s'est réellement passé mercredi soir à Jarry. L'homme qui a été tué par des cambrioleurs alors qu'il regardait la télé laisse derrière lui une femme, 5 enfants. Ils étaient déjà couchés au moment du drame. On retrouve Marius Mathieu sur place. Oui, je suis actuellement devant la résidence Ouelbourg-sur-Mer, à Jarry, et le calme et le silence qui règnent ici ce matin contrastent avec le drame qui s'est déroulé hier, ici, dans une des villas du lotissement. Mercredi, vers 22h30, plusieurs cambrioleurs ont pénétré dans une maison, mais en entendant du bruit, l'un des résidents, un homme de 47 ans, les surprend. La suite va très vite, puisque les cambrioleurs tirent sur l'homme et le blessent mortellement au niveau du thorax avant de prendre la fuite. Et c'est précisément à ce moment que le fils de l'un des voisins, réveillé par le coup de feu, décide de prévenir la police. Moi, c'est mon fils qui a entendu le coup de feu et qui a appelé la police. Voilà. C'est lui qui a prévenu la gendarmerie. Par le fait, si j'ai bien compris, c'est un petit peu grâce à lui que les gendarmes sont venus, puis ils en ont au moins pris 1 sur 4. Et vous venez de l'entendre, prévenu rapidement par le voisinage, la police se rend sur place et une patrouille de surveillance parvient à arrêter un premier suspect alors que les autres complices sont eux toujours en fuite. Ils seront arrêtés ce matin à l'aéroport, connu des services de police. Les 3 suspects ont entre 18 et 30 ans. L'enquête devrait déterminer s'il s'agit d'un cambriolage qui aurait mal tourné ou d'un règlement de compte. L'homme de 47 ans décédé cette nuit, propriétaire d'une entreprise de location de voitures, était connu et apprécié par son voisinage. La famille, elle, encore sous le choc, n'a naturellement pas souhaité s'exprimer. L'homme décédé cette nuit était le père de 5 enfants. Justice toujours avec l'affaire Louis Molinier, l'ancien maire de Terre-de-Haut jugé pour détournement de fonds. Il avait fait appel après sa première condamnation et lors de son 2e procès, la peine requise contre lui a été encore plus lourde. On connaîtra la peine prononcée le 16 avril. Reportage Grégoire Troutman. Oui, l'avocat général a requis une peine plus lourde que lors du jugement de première instance. 30 mois de prison ferme ont été demandés contre Louis Molinier, l'ancien maire de Terre-de-Haut, qui comparaît aujourd'hui en appel pour détournement de fonds publics. C'est 6 mois de plus que lors du jugement de février dernier. Par ailleurs, les demandes de 10 ans d'inéligibilité et 5 ans de déchéance de droits civiques sont confirmées. Je vous propose d'écouter tout de suite l'avocat de la défense, maître Sampère. Écoutez, une augmentation de 6 mois sur ce qui a été prononcé, c'est le jeu du parquet. Hein. En appel, il y a effectivement la possibilité de demander une augmentation de la peine lorsqu'il a fait appel. Il le fait, c'est de bonne guerre. Dans ce dossier, il y a beaucoup d'éléments qui ont été placés sous scellé et qui ne sont pas présentés aujourd'hui à la juridiction. Donc la juridiction doit statuer sur des propos, sur des on-dit, et ensuite faire confiance à l'accusation. Ça pose un petit peu de difficulté à ce niveau-là. Pour rappel, Louis Molinier a été maire de Terre-de-Haut entre 2000 et 2018. Il est jugé aujourd'hui pour plusieurs affaires, notamment des dépenses qu'il a du mal à justifier, comme ces 911 bouteilles de champagne achetées aux frais du contribuable, ou cette voiture de fonction à 36 000 € qui aurait peut-être servi de voiture personnelle à l'ancien maire. Il y a aussi les marchés publics, passés sans appel d'offres pour la rénovation de 40 logements dans la commune. L'avocat général soupçonne aujourd'hui le maire d'avoir fait passer ces rénovations de logements insalubres pour des administrés qui auraient profité d'actes de clientélisme. Mais il y a aussi la plus grosse des affaires, l'affaire du club de foot de l'AJSS, où plusieurs joueurs auraient profité d'emplois fictifs à la mairie pour les attirer dans le club de foot. Aujourd'hui, l'avocat de la commune, qui s'est constitué partie civile, accuse l'ancien maire de la ville d'avoir creusé fortement le déficit de la ville. Terre-de-Haut a subi un préjudice très grave
N'oublions pas que c'est une petite commune qui a moins de 2000 habitants et qui aujourd'hui doit faire face à un déficit de plus de 3 millions. Et tout ça parce que il n'y a pas que c'est pas une unique raison, mais c'est aussi en grande partie parce que la gestion intérieure a été très hasardeuse. Enfin, il y a eu plein de choses qui ont grevé les finances de la commune, qui a agi comme un véritable banquier pour certaines personnes. De son côté, la défense plaide la maladresse et l'incompétence, mais il pointe surtout le manque de preuves de l'accusation. Le délibéré sera rendu dans quelques mois. Et maintenant, ces images de simulation d'un acte terroriste aux abîmes, un exercice annuel grandeur nature, comme cela se passe dans plusieurs départements au niveau national également. Voici le reportage de Grégoire Troutman sur place. Scène de terreur ce matin au Cinestar de Milénis. C'était heureusement un exercice des forces de l'ordre où des lycéens jouent les victimes d'attaques terroristes. Mais le scénario est bien réaliste. C'est le gardien de la paix bourgeois qui a organisé l'exercice. On a 3 terroristes qui sont introduits dans le cinéma Cinestar lors d'une avant-première. 50 élèves présents dans une salle. Les terroristes ont ouvert le feu à plusieurs reprises, ont blessé 7 lycéens. Ce qu'on a appris, c'est sur l'évacuation des blessés, peut-être une meilleure gestion de l'évacuation des blessés, et puis la communication entre les effectifs de police et les différents services, et entre les effectifs de police. Car les grands moyens ont été déployés. Une centaine d'agents de police, du SAMU ou des pompiers ont participé à l'exercice. Les évacuations des blessés se font par hélicoptère et le scénario pouvait être modifié pour provoquer des changements tactiques des groupes d'intervention. Objectif, se préparer dans des conditions au plus proche du réel. Depuis les attentats de Paris en novembre 2015, l'anticipation des attaques terroristes est une priorité absolue. Pour la direction de la police, cet exercice est une réussite. L'enjeu, c'est est-ce qu'on intervient assez vite? Est-ce qu'on intervient bien? Est-ce qu'on est capable de faire cesser ce phénomène de tuerie de masse? Est-ce qu'on est capable de mettre en place un commandement opérationnel rapide? Est-ce qu'on prévient suffisamment les bonnes autorités et les bons partenaires? Le bilan qui est à en retirer et qui est très positif, c'est que le département de la Guadeloupe est en capacité de réagir à l'instar de ce qui se passe sur le territoire métropolitain. Résultat de l'opération, 4 morts et 7 blessés fictifs parmi les lycéens. Et les 3 terroristes sont abattus. Les différents services d'intervention feront chacun leur bilan pour tirer le plus possible d'enseignements de cet exercice. Parlons de la soufrière à présent. Depuis 1 an, les spécialistes ont noté une augmentation de l'activité volcanique et plus récemment, près de 600 séismes ont été enregistrés en une semaine, tous, heureusement, de faible intensité non ressentie par la population. Marius Mathieu. Située sur la commune de Saint-Claude, la soufrière culmine à près de 1500 mètres d'altitude. Plus haut sommet de la Guadeloupe et des Petites Antilles, le volcan est aussi l'un des rares à être encore en activité dans le monde. Ce matin, la préfecture a exposé un nouveau périmètre de sécurité appliqué au sommet en réponse à l'augmentation de l'activité microsismique observée depuis 1 an. Ce périmètre il a été modifié parce que nous constatons depuis le mois d'avril 2018 une recrudescence d'événements comme des fumerolles, des dégagements de soufre, de gaz qui peuvent être nocifs pour le public et puis qui nécessite justement de modifier ce périmètre qui était accessible antérieurement. Il faut aussi accepter des règles de sécurité pour que la randonnée et la découverte de ce volcan se fassent vraiment dans les meilleures conditions. Des conditions de sécurité maximum pour les 100 000 visiteurs annuels qui n'empêcheront pas d'apprécier l'ascension et la visite du site. Cette carte représente le dôme, c'est-à-dire le sommet de la soufrière et précise de manière détaillée les zones qui sont dorénavant
interdites et les accès qui sont encore possibles. Donc l'idée pour nous est de mettre en sécurité les visiteurs, donc toutes les zones sur lesquelles il y a potentiellement un danger avec des risques de fumerolles, des risques d'émanation de gaz ou de petites projections ont été interdites. Nous avons mis des barrières de façon à ce que le visiteur continue à profiter de ce site exceptionnel avec un maximum de sécurité. Pour les plus sportifs, 1h30 de marche est nécessaire pour atteindre le point culminant. Entre les émanations de gaz et les risques d'effondrement du sol, la vigilance du visiteur est obligatoire. Mais les risques d'incidents majeurs restent minimes selon l'un des spécialistes du site. La probabilité qu'une chose se passe soudain est très faible, et ça c'est important. La probabilité qu'un jour cette chose se passe un jour lointaine, elle devient bien sûr plus importante. Un jour ou l'autre ça va se passer, mais on est encore loin de ça. La dernière éruption de la soufrière date de 1976. Elle avait conduit à l'évacuation de 80 000 habitants de la partie sud de Basse-Terre. À l'époque, aucune victime n'a été déplorée. La population guadeloupéenne diminue, elle vieillit, on fait moins d'enfants, les jeunes quittent la Guadeloupe. La période de recensement est ouverte en ce moment et chaque commune a son histoire et ses raisons d'évolution. Cas particulier, la commune de Saint-François, où les habitants ont laissé la place aux touristes. Coup de projecteur sur l'évolution de cette commune avec Grégoire Troutman. Saint-François est-elle en train de devenir une ville de touristes ? Selon l'INSEE, la ville aurait perdu plus de 1800 habitants entre 2011 et 2016. En cause, l'augmentation du nombre de résidences touristiques comme celle-ci. Yola a acheté ses appartements avec vue sur mer il y a quelques années. Et son activité ne connaît pas la crise. Alors en fait, on a investi en 2011 dans ce bâtiment. Donc on l'a rénové, aménagé pour pouvoir accueillir donc des vacanciers en location saisonnière donc toute l'année. Depuis fin 2011, c'est vrai qu'il y a eu une évolution très positive par rapport à la demande qu'il y avait à Saint-François, c'est-à-dire de nombreuses épiceries, supermarchés, un marché aux poissons flambant neuf qui est très apprécié par les vacanciers et de nombreux festivals qui se déroulent pendant l'été, qui ramènent énormément de monde et qui font du bien à la location saisonnière. Il est donc de plus en plus compliqué pour les Guadeloupéens de s'installer à Saint-François. Mais cette restauratrice ne souffre pas de ce changement de clientèle. Ça change puisque le touriste a envie de découvrir autre chose. Il a envie de découvrir les produits du terroir. Donc par exemple, nous on fait du poisson, on fait du chartreux, tout ce qui est locaux. Donc les touristes ont envie de découvrir. On a beaucoup de touristes locaux. Quand je dis touristes locaux, qui veut dire que les gens de Guadeloupe même, nos touristes à nous. Donc ils ont envie de manger au restaurant, donc ils se font plaisir, ils viennent. Moi personnellement, j'ai pas de période creuse, je travaille toute l'année. Une ville touristique dynamique toute l'année. À la mairie, cette tendance a été analysée depuis longtemps par son directeur général des services. Le fait que l'attractivité touristique de la commune de Saint-François ne se dément pas, comme je vous le faisais remarquer, alors avec les répercussions que nous avons de plus en plus de professionnels des métiers du tourisme qui s'installent sur le territoire de la commune, l'installation de médecins, donc nous avons un certain nombre de professionnels qui s'installent à Saint-François régulièrement et sur les 10 dernières années, je crois qu'il y a une très forte augmentation, autour de 25% de plus dans les professions médicales. Plus de professionnels et des permis de construire délivrés. L'attractivité touristique de Saint-François n'est peut-être qu'à son commencement. Les sargasses continuent d'arriver sur nos plages en silence et ce malgré les alertes sanitaires. Regardez ce reportage de Marius Mathieu. Voici à quoi ressemble une plaque de sargasses. Apparue ce week-end au large de Saint-François, cette étendue d'algues brunes mesure près d'une vingtaine de mètres de diamètre et devrait s'échouer sur les plages d'ici peu, comme ici, à quelques mètres des touristes, un peu médusés par cette scène. Ce qui est bien, c'est quand ils le nettoient régulièrement, quoi. Voilà, ce qu'il faut, c'est surtout nettoyer régulièrement parce que là, à partir de quelques jours, ça prend une odeur pestilentielle, quoi. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir, aujourd'hui, il n'y a presque pas de monde parce que les gens étaient insupportés par tout ça, quoi. Depuis la récente annonce de l'arrivée de sargasses, certaines communes, comme ici à Saint-François, sont sur le pied de guerre et mettent les moyens afin de nettoyer les plages. Ici, en l'espace d'une matinée, 340 mètres cubes de sargasses sont évacués par camion vers des zones non habitées afin qu'elles s'autodétruisent.
On utilise un tracteur muni d'un appareil spécifique qui va ramasser les sargasses et laisser le sable à terre. Et après ça, je vais le rapprocher au niveau de mon tractopelle qui lui va se charger du chargement de du camion pour après ça le stocker sur un site où on va épandre les sargasses. Elles se détériorent naturellement et elles se transforment en sable, elles se mélangent avec le sable de nouveau. Si les conséquences esthétiques sont moindres, les retombées économiques sont parfois catastrophiques pour les exploitants de plage. Pour ces restaurateurs, une arrivée de sargasses, c'est jusqu'à 50% de chiffre d'affaires en moins et des clients qui se plaignent. Effectivement, il y a des sargasses et bien sûr, ça nous ennuie énormément parce que les odeurs sont vraiment fortes et puis en plus de ça, la population est ennuyée aussi pour aller se baigner. Donc régulièrement, je pense que l'État devrait faire son travail parce que le littoral lui appartient et visiblement les collectivités, ils peuvent plus mettre les moyens pour justement s'en occuper. Donc s'ils le font pas, eh ben, malheureusement, on se demande à quoi ça sert le littoral où ils disent que ça leur appartient. Moi personnellement, je suis un peu déçu parce que je me disais que bon, on est dans une période touristique où il y a pas mal de monde et je pense que les gens, ils ont besoin d'un peu de tranquillité et ils n'ont pas besoin d'être pollués par ce qui nous arrive là en ce moment. Selon le plan Sargasses appliqué depuis l'an dernier, le coût de ce ramassage est financé par l'État, mais uniquement sur le montant hors taxe. La TVA reste donc à la charge de la commune, de quoi rendre encore plus difficile le combat contre la marée d'algues. En parlant des sargasses, souvenez-vous, l'an dernier, 30 militaires du RSMA ont aidé au ramassage des sargasses à Marie-Galante. Parlons justement de ce régime du service militaire adapté qui recrute des stagiaires le mois prochain. Plus de 800 jeunes sont recrutés, embauchés chaque année, comme l'explique le commandant supérieur qui était en visite sur place. Reportage Camille Rural. La réussite par l'effort et le travail, c'est la devise qui règne au sein du régiment du service militaire adapté de Guadeloupe. L'organisme recrute près de 800 jeunes chaque année. Parmi eux, Victorine, il a intégré le service menuiserie il y a 6 mois. J'aime tout ce qu'il y a ici, surtout les métiers qu'il y a, c'est des bons métiers. Ça vous apprend la vie commune qu'il y a ici. Et moi, c'est la bois que j'ai préféré, donc j'ai choisi la bois. Donc, comme vous pouvez le constater, j'ai fait un établi, j'ai nettoyé à faire, j'ai déjà fait un premier ici là-bas avec mes collègues. Et sinon, ici ça se passe bien. C'est un jour particulier pour le stagiaire car c'est sous le regard avisé du général de la Doucette qu'il travaille aujourd'hui. C'est lui qui est en charge des 7 services militaires adaptés implantés dans le monde. Il est venu en Guadeloupe dresser le bilan du régiment. Une des caractéristiques ici au régiment, c'est la problématique du recrutement. Voilà. Donc le régiment a des objectifs qui sont ambitieux en termes de recrutement. On lui demande de recruter 800 jeunes, un peu plus de 800 jeunes tous les ans. Ça représente un vrai challenge parce que vous connaissez la problématique de la population en Guadeloupe. La population commence à diminuer, les classes d'âge sont moins nombreuses, il y en a plus qui partent pour suivre des formations en métropole. Donc le régiment dépense beaucoup d'énergie pour atteindre les objectifs de recrutement qui lui sont fixés. Alors pour atteindre ces objectifs, le régiment innove en ce début d'année. Nous améliorons la qualité de nos formations avec pour certaines d'entre elles la délivrance de titres professionnels qui vont intervenir à partir de 2019. L'autre innovation, c'est le renforcement de l'accompagnement médico-psychosocial de nos volontaires, puisque nous allons avoir affecté au régiment en permanence un psychologue cette année. Nous avons des conseillers de mission locale et de Pôle emploi qui viennent travailler avec nous à temps plein aussi cette année. Et nous développons donc des processus qui vont permettre de renforcer donc l'employabilité de nos jeunes dans ce domaine-là. Notre objectif, c'est d'au-delà des statistiques qui montrent qu'on a 80% de nos jeunes qui sont insérés, c'est de renforcer l'insertion durable, c'est-à-dire de l'emploi dans le long terme. Et pour ça, donc notre grande ambition, c'est de renforcer la qualité, les partenariats, pour permettre à nos jeunes, après, qui vont rester sur le territoire guadeloupéen, d'être vraiment en mesure d'accompagner son développement économique. L'année dernière, près de 700 jeunes ont trouvé le chemin de l'emploi. L'organisme est alors devenu un outil majeur d'insertion pour la jeunesse guadeloupéenne. La Guadeloupe est un tel fruit de métissage indien, métropolitain, asiatique, africain. Le collège de Saint-François a organisé un voyage pour que les jeunes aillent au Bénin pour en savoir plus sur leur histoire. Reportage Grégoire Truitman.
Beaucoup de monde ce matin au collège Macal de Saint-François. L'établissement présente son projet de voyage scolaire. Ses élèves de 3e sont heureux de partir à Ouidah au Bénin en avril prochain. L'Afrique, c'est un continent avec beaucoup de diversité, beaucoup de religions, beaucoup de sources de savoir différentes et aussi les sonorités, beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à découvrir. Des choses qu'on ne voit pas forcément en Guadeloupe, du changement, des paysages qui ne sont pas forcément pareils qu'ici. Les gens, j'espère qu'ils vont bien nous accueillir, etc. Un échange qui intervient dans le cadre du festival de l'association Transmission, Musique et Art. Son objectif, connaître notre histoire commune avec le continent africain et créer des liens entre les deux rives de l'océan Atlantique. L'idée, c'est qu'ils rencontrent d'autres enfants, d'autres élèves comme eux, des jeunes de leur âge, comprendre leur vie et se reconnaître et savoir qu'on est certainement dans des conditions matérielles, économiques différentes, mais on a tous les mêmes envies, les mêmes projets et on est sur les mêmes dynamiques. Mais ce voyage est aussi le résultat d'une volonté politique de longue date. Il y a 25 ans, Ernest Moutoussamy, alors maire de Saint-François, jumelait sa ville avec celle de Ouidah. Nous avons pensé à ce jumelage avec Ouidah pour ouvrir une porte sur l'Afrique, le continent de départ de beaucoup de nos ancêtres. Parce que nous sommes les héritiers ici de tous ceux qui sont venus ailleurs. Nous avons considéré à l'époque, dans la gestion de la commune de Saint-François, qu'on ne pouvait pas bâtir l'avenir sans connaître le passé. L'objectif des organisateurs du festival est maintenant de reproduire ce voyage tous les ans et donner ainsi la possibilité à plusieurs générations de Guadeloupéens de découvrir les terres africaines. Bologne, Séverin, Damoiseau, quel rhum souhaite devenir le leader sur le marché antillais? Réponse avec ce reportage de Marius Mathieu en rappelant que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Coincée entre le volcan et la mer des Caraïbes, la distillerie Bologne est la plus ancienne de la Guadeloupe. Vieille de 300 ans, la plantation se démarque par la production d'un rhum agricole de qualité, différent du rhum industriel. Pour le directeur de l'entreprise, à la tête d'une exploitation d'une centaine d'hectares, le choix de ce type de rhum n'est pas le fruit du hasard. Aujourd'hui, dans le monde, il y a deux façons de produire du rhum. Donc il y a le rhum agricole qui est fait à partir du pur jus de canne, c'est-à-dire qu'effectivement on va broyer les cannes, là en l'occurrence ce sont les cannes du domaine de Bologne. La deuxième façon de faire le rhum dans le monde, c'est du rhum qui est produit à partir de mélasse. La mélasse c'est un sous-produit de la production du sucre. Donc on va broyer les cannes, on va extraire le jus, on va d'abord produire du sucre et ensuite avec le sous-produit qui est la mélasse, on va produire du rhum. Et bien entendu, enfin en tout cas c'est notre point de vue bien sûr, le rhum agricole est beaucoup plus aromatique et bien meilleur d'une certaine manière bien sûr que le rhum de mélasse. En Guadeloupe, 9 distilleries en tout se partagent le marché. Ici, pour assurer la pérennité de l'entreprise, François n'a pas hésité à investir récemment 5 millions d'euros afin de travailler avec les meilleurs équipements. Derrière cette porte, donc, vous avez le chai avec les fûts de chêne. C'est ici que nos rhums vieux agricoles, donc les rhums vieux agricoles de la distillerie de Bologne, vieillissent tranquillement. Certaines marques que je ne citerai pas, mais qui sont extrêmement connues aujourd'hui sur le marché métropolitain, vous allez retrouver jusqu'à 44 grammes de sucre par litre d'alcool. Dans nos cahiers des charges, si vous retrouvez un peu de sucre, c'est le seul sucre issu du fût, parce que le chêne va quand même délivrer un petit peu de sucre au niveau du rhum vieux, mais ça se chiffre en 4-5 grammes maximum. Autre équipement nouveau, une salle d'embouteillage dernier cri. La modernisation de la production est capitale pour tenir tête à la loi du marché. Pourquoi cette nouvelle chaîne ? D'abord pour pouvoir augmenter nos capacités de mise en bouteille, puisqu'aujourd'hui nous visons bien sûr le marché local, mais également le marché international. Ce qui nous imposait d'avoir un matériel de mise en bouteille qui permette de mettre en bouteille différents formats de bouteilles, différents étiquetages, ce que nous appelons dans notre jargon différents habillages de bouteilles.
Enfin, loin des technologies, la distillerie s'est aussi lancée dans le bio. Avec cette parcelle garantie sans produits chimiques, l'image de l'entreprise est valorisée autant que la qualité du produit en bouteille. Nous sommes devant une parcelle de canne qui s'appelle Grande Savane et qui est une parcelle de canne qui est menée en agriculture biologique. Pour éviter les problèmes d'enherbement, nous avons volontairement planté ce qu'on appelle une plante de service ou plante de couverture qui va donc couvrir le sol et qui va donc empêcher le développement des herbes, de mauvaises herbes que nous ne souhaitons pas. La distillerie a reçu récemment le label EPV, une marque de reconnaissance de l'État pour récompenser les savoir-faire artisanaux et industriels d'excellence. Un premier pas vers les ambitions de François quant au rhum guadeloupéen. Nous soyons bien sûr très amis avec nos collègues de la Martinique, mais il y a toujours un petit challenge entre les deux îles et notamment entre les distilleries. Et donc aujourd'hui, nous voulons porter haut et loin les couleurs des rhums agricoles de la Guadeloupe. Avec 25 000 visiteurs et 2 millions de litres de rhum de qualité produits chaque année, la distillerie Bologne pourrait permettre à la Guadeloupe de rayonner au-delà de ses frontières. Et puis, nouveau magazine pour France Antilles ce week-end, et puis nouveau quotidien sorti cette semaine. Les précisions de Marius Mathieu. À Bémaou, chez ce marchand de presse, la journée commence toujours de la même manière pour Isabelle. La mise en place des journaux, dont l'unique quotidien local de la Guadeloupe. Nous, on ouvre la boutique à 6h30 le matin. Donc les France Antilles sont déposés dans la boîte presse la nuit. Je les récupère à 6h30 le matin. Je les dépose sur mon présentoir. On en vend pas mal. On est en moyenne à peu près 20 France Antilles par jour. Que ça soit des faits divers à l'économie, je pense que tout le monde s'intéresse à ce qui se passe aujourd'hui. Et pour satisfaire les esprits curieux, le groupe emploie en Guadeloupe 26 journalistes pour couvrir l'ensemble de l'archipel. Si le journal informe les Guadeloupéens depuis 1964, l'année 2019 sera synonyme de nouveauté selon la rédactrice en chef. Ça fait plus de 50 ans que France Antilles quand même accompagne les Guadeloupéens dans leur quotidien. Et là, on avait envie de revoir complètement notre journal, le moderniser. Et le souci qu'on s'est donné, c'est vraiment plus de proximité. Voilà, plus moderne, plus proche des Guadeloupéens. Et pour accompagner son souhait de modernité, le journal s'est aussi équipé d'une nouvelle imprimerie plus performante. Là, nous allons voir donc la nouvelle rotative du journal donc, qui était arrivée au courant de l'année 2018 et qu'on installe depuis plusieurs mois déjà. Donc cette nouvelle rotative, elle va nous permettre d'imprimer France Antilles tout en couleur. Ça, c'est une vraie révolution. Et elle est quand même capable d'imprimer 55 000 exemplaires à l'heure. Avec 18 millions de lecteurs quotidiens, la presse quotidienne régionale est le premier vecteur d'information et le premier lien social en France et en région. L'unique quotidien de la Guadeloupe pourrait, avec cette nouvelle formule, diffusée dès demain, accentuer ce constat sur l'archipel. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Excellente semaine sur ETV.